Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Merci d'être avec nous, Jean-Charles de Castelbajac. Vous êtes l'un des plus grands stylistes et couturiers français. Votre marque de fabrique, ce qui vous distingue des autres, entre autres, c'est la couleur, des couleurs qui font du bien. Alors avant de revenir sur votre parcours, on va parler ce matin de votre actualité. Les couleurs, justement, vous allez en mettre dans Notre-Dame de Paris le 8 décembre prochain, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, qu'on attend depuis 5 ans maintenant, depuis ce terrible incendie d'avril 2019. Et alors, vous allez... On l'avait déjà vu, parce que vous avez habillé le pape. C'est vrai que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Jean-Charles de Castelbajac, il a habillé Lady Gaga et le pape. Bah oui. Voilà, j'envoie simplicité. Et vous allez... Et quelques autres. Et quelques autres. Mais c'était pour montrer un votre... demi-siècle, j'ai aussi habillé des gens qui ne sont pas célèbres, qui ont une vie quotidienne, parce que dessiner des vêtements, c'est aussi participer à la vie de chacun avec... une certaine élégance, avec la fonction aussi, c'est important. Et donc en 1997, vous participez au Journée mondiale de la jeunesse, vous habillez le pape Jean-Paul II, et les vêtements liturgiques que vous 500 connaissez. évêques, 5000 prêtres et 1 million de jeunes. Et 1 million de jeunes. Il faut le dire. C'est-à-dire que les jeunes qui étaient là, qui n'étaient pas forcément catholiques d'ailleurs, qui étaient venus pour un instant de spiritualité, partage, de réunion, étaient tous avec des t-shirts dans la même couleur. C'était à Paris cette année-là. Hein. C'était à Paris cette année-là. C'était à Paris, c'était à Longchamp. Et le pape m'avait dit à la fin de cette cérémonie, de cet événement, que j'avais utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et en fait, j'avais vécu un instant tout à fait émouvant et bouleversant où j'ai pris conscience que mon travail pouvait participer à quelque chose de social, de fédérateur. Oui, c'était pas qu'un événement religieux, c'était pas qu'un événement tourné autour du monde catholique. Et quelque chose aussi qui est lié à la transmission. Et c'est vrai que je suis resté dans cet objectif durant toutes ces années, en faisant mon exposition à Pompidou, avec le peuple de demain, en faisant la façade d'Orly. J'ai toujours aimé créer des choses pour le plus grand nombre, en fait. À chaque fois, ce sont des événements qui réunissent le plus grand nombre. Je crois que le lieu que vous citiez, qui est Orly, est l'un des lieux aujourd'hui où il y a le plus de passages, certainement, dans le monde. C'était au lendemain de moments difficiles pour la France, des attentats, donc il y avait quelque chose de fédérateur. Et là, j'ai eu le grand honneur d'être choisi par l'archevêque, Monseigneur Ulrich, pour créer la paramantique. Alors la paramantique, c'est tous les vêtements liturgiques qui participent à la célébration de la messe pour Notre-Dame, et de faire partie de ce qu'ils appellent l'atelier Notre-Dame, qui est dirigé par le recteur, Monseigneur Ribado-Dumas, qui rassemble les designers, les concepteurs, et qui nous ramène un peu à une idée des années 50, qui est de créer ce comité d'art sacré, où l'art est au service de la spiritualité, voilà. Bon, j'imagine que ça se refuse pas quand on vient vous chercher, qu'on vous propose pour cet événement qui est encore une fois très fort. C'est troublant, impressionnant, parce que c'est s'inscrire dans la lignée des compagnons du Moyen-Âge, c'est s'inscrire dans une chaîne, en fait, et puis Notre-Dame, il fallait créer des choses qui soient à la fois ultra contemporaines et que ça soit un fil rouge avec l'histoire. Comme vous aviez fait pour les JMJ, avec cet arc-en-ciel qui ornait les tuniques. Pour les JMJ, je voulais quelque chose liturgique. Vous avez fait la relation avec Lady Gaga. Ça s'adressait à la jeunesse. Là, il y a une dimension avec Notre-Dame d'universel. D'ailleurs, on voit il y a un intérêt universel pour cette renaissance, cette réouverture. Donc, j'ai été beaucoup plus minimaliste. J'ai fait beaucoup de collages, comme il y a un côté maticien dans mon travail, il y a un côté médiéval pop, et épique aussi. Toujours avec vos couleurs signatures. Oui, mais qui sont celles des vitraux, en fait. C'est toujours aussi des vêtements blancs, parce que c'est la couleur de fête.
Mais il y a aussi cette renaissance du symbole de la croix, parce que la croix dans les années 70, dans le top 50 des symboles, elle était bien avant Apple et bien avant Nike et toutes ces marques et tous ces symboles profanes. Aujourd'hui, il faut qu'elle apparaisse aussi au regard, à mon sens, des jeunes générations comme quelque chose de rayonnant. Donc j'ai travaillé autour de cette idée du rayonnement. Moi, je me pose quand même une question. On est à moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On n'a pas fait appel à vous pour cet événement-là, parce que c'est une grande marque qui habille. Regardez, je vous montre. Les sportifs français, c'est une grande marque qui s'appelle Berluti. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tenue que vous pouvez voir sur europe1.fr, vous pouvez nous suivre. Je trouve qu'il y a un travail sur l'élégance, il y a un travail sur une esthétique assez traditionnelle. Voilà, c'est ça, c'est très traditionnel. Ça aurait été certainement plus pop et lumineux avec vous ? Oui, mais je pense qu'il va y avoir un beau travail. C'est un de mes amis, Joachim Ronsin et Mathieu Lehanneur, qui a fait aussi La Flamme. Donc il y a un beau travail qui est mis en place. Je trouve que l'idée même de la cérémonie d'inauguration est assez incroyable et sur la scène, et spectaculaire. Donc je pense que la seule chose qui m'interpelle, c'est la gamme chromatique, parce que moi, celle des jeux traditionnels, c'est celle dans laquelle je me reconnais. Ce sont vos couleurs, c'est vrai. Des couleurs. Les ronds des jeux, déjà. Le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le noir. Donc, c'est vraiment des couleurs où j'excelle. Mais là, je leur fais confiance. On va suivre ça, effectivement. Et vous serez... Donc, c'est le 7, le 8 et le 9 décembre. Le 7, c'est les vêpres. Le 8, c'est l'ouverture officielle avec toute la cérémonie, si je puis dire, et la procession. Et la grande messe, et le 9, c'est aussi une journée de célébration. Voilà. Les 7, 8 et 9 décembre prochains, ça sera à vivre sur Europe 1, évidemment, cette réouverture de Notre-Dame de Paris. Jean-Charles de Castelbajac, vous êtes notre invité jusqu'à 11h pour ce tout premier club de l'été. C'est jusqu'à 11h avec toute l'équipe, Héloïse Goua, avec Julien Pichenet, Jean-Philippe Longo qui vient de nous rejoindre, et Jean-Charles de Castelbajac. Confectionner un manteau, Jean-Charles de Castelbajac, c'était en 1989. C'était pas le manteau nounours, c'était le manteau Snoopy pour elle. Le manteau Snoopy dont on va fêter bientôt les 75 ans, donc je suis né la même année que Snoopy. Donc, génial. Vous allez faire quelque chose à cette occasion ? Oui, j'ai un projet en effet. Génial. Et Vanessa, j'aimais beaucoup, dès que je l'ai vue apparaître sur la scène, j'aime toujours participer à la révélation des artistes. Ça me semble être une chose très importante de soutenir les talents de demain. Et je la voyais dans Joe le taxi. Je l'ai invitée à être le point d'orgue de mon défilé à l'époque. Et je lui avais pas dessiné, mais conçu cette accumulation de 50 Snoopy cousus ensemble. Et Charles Schulz, qui avait dessiné Snoopy, adorait ce manteau. Voilà. Et le projet... elle l'a toujours. J'ai été voir Vanessa au théâtre récemment. Avec Samuel Benchetrit, et elle me dit, j'ai toujours ce manteau que tu as fait pour moi il y a 30 ans, et voilà. Et pour les 75 ans de Snoopy, vous allez faire plutôt quelque chose de vestimentaire, vous allez faire une installation. Snoopy, ça a été important dans ma carrière, parce que dans les années 80-81, j'ai apporté cette image des icônes de la pop culture dans la mode. Donc j'ai inscrit Snoopy avec une phrase de Shakespeare, to be or not to be, sur un pull. Et c'est devenu culte dans le monde du hip-hop émergent, dans le monde du rap. Et j'aimais beaucoup le personnage de Linus, parce que quand j'étais en pension, j'avais pas d'objet transitionnel, j'avais pas de nounours, mais j'avais ma couverture comme Linus. Donc Snoopy et moi, on est presque frères. Bon, j'espère que vous nous annoncerez ce que vous avez prévu de faire pour les 75 ans de Snoopy. Donc c'est votre voix, la musique de Julien Granel. Julien m'a invité à faire un featuring sur son album avec Buzzy P, avec Ed Banger. Et en fait, Julien, je pense que j'ai un soupçon d'éternité en moi à cause de mon amour pour la musique de demain.
Je n'ai aucune mélancolie ni nostalgie de la musique d'hier, mais j'aime le beau bizarre, j'aime les sons particuliers, j'aime l'électro, j'aime les bidouillages électroniques, et ça m'a toujours porté. Donc je travaille avec toute une génération d'artistes en devenir. Donc j'ai travaillé à l'époque dans les années 80 avec Kelly et Jacquenot. Mais là vous rajoutez l'amour de Julien Granel pour la couleur aussi, parce qu'alors il a les cheveux de toutes les couleurs. Il y a quelque chose qui vous relie à lui. Julien a ce génie de comprendre que la musique c'est aussi une matière. Et lorsque j'ai fait mon exposition au Centre Pompidou, qui s'appelle Le Peuple de demain, à la Galerie des Enfants, je voulais aussi cette texture de matière, la musique. C'est super, je voulais que mes couleurs deviennent une musique, que mes symboles deviennent une musique. Et il a fait un travail remarquable et extraordinaire. Voilà, donc Julien, j'ai beaucoup de tendresse. Il faut le suivre, parce que Julien Granel... Et on a eu 160 000 visiteurs à Pompidou, et il faut le suivre. Je crois qu'il a été élu l'artiste le plus demandé durant l'été, là, durant tous les festivals ouais. Numéro 1. Et c'est un performeur incroyable. Moi, il m'a fait vivre un des moments les plus bouleversants de ma carrière. Il m'a demandé de venir faire un dessin d'un de mes anges sur scène, à la Cigale, devant le public. Génial. Donc, il avait installé une vitre. Et lui jouait, et moi je dessinais. Il faut vraiment suivre ce garçon Julien Granel, parce que il fait certes de la musique expérimentale comme ça, très moderne, mais il fait aussi des tubes, dont un qu'on écoute à la radio et qui est très réussi, qu'on aura l'occasion d'écouter. Souvent en première partie d'Angèle aussi. Il faut le suivre sur Instagram, et il faut voir à quel point il est vivant, trépidant, et c'est aussi un très grand pianiste. Voilà. Julien Granel, voilà son nom, l'artiste qu'on voulait vous présenter ce matin grâce à Jean-Charles de Castelbajac. Il est très talentueux. Restez avec nous. Dans un instant, on va faire un bond dans le passé. On va parler d'un été qui a compté et d'une année qui a compté pour vous, Jean-Charles de Castelbajac, grâce aux archives d'Europe 1. À tout de suite sur Europe 1. Le club de l'été sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites les courgettes râpées sur des toasts, tout le monde adore. Eh bien, je vous réponds que les courgettes Origine France sont au prix garanti le plus bas de 95 centimes le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, calibre 14-21. Détails sur carrefour.fr. Vous n'avez toujours pas changé votre canapé? Venez chez Poltrone Sofa. Avec les doubles soldes sur la collection immanquable, 50% de remise plus 20% supplémentaires. Profitez des doubles soldes dans plus de 300 magasins en Europe. Vous avez certainement un magasin proche de chez vous. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Cet été, si vous avez besoin d'un médecin, suivez le bon chemin. Appelez votre médecin traitant en priorité. S'il n'est pas disponible, consultez la carte des lieux de soins proches de vous sur santé.fr. En dernier recours, appelez le 15 avant d'aller aux urgences. Ceci est un message du gouvernement. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle en direct de chez Leclerc, où je remonte le rayon sport et loisirs à un bon rythme. Je distance enfin le peloton de tête et j'aperçois la ligne d'arrivée. Et voilà, j'y suis. À moi, les vélos à moins de 100 €. Alors là, bravo. Vous avez bien mérité le vélo de ville 26 pouces Woodson avec 130 € de réduction immédiate à 99,90 € du 16 au 27 juillet chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Héloïse Goua, Julien Pichenet, Gevins Clément Terruise et notre invité ce matin, Jean-Charles de Castelbajac. Mais je m'en fous. Tout est bien. Ça me touche beaucoup. Je reprends la route demain. Vous adorez cette chanson, Je reprends la route demain. Mais je l'adore. C'est une chanson d'Antoine. Comme Le bruit des roses, c'est un album sublime, d'ailleurs introuvable sur Apple Music, introuvable sur Spotify. C'est un album qui a tout déclenché pour moi. On peut lancer l'appel à Antoine. En plus, on le connaît bien dans le club de l'été. C'est un ami, Antoine. Il faut qu'il mette ses albums à disposition sur les plateformes. On ne peut pas trouver ses chansons. Qu'est-ce qui vous plaît chez Antoine? Son côté beatnik, ses chemises à fleurs, c'est quoi? J'aimais tout d'Antoine, en fait. J'aimais qu'il ait fait de bonnes études et qu'à la fois il soit complètement transgressif. J'aimais qu'il soit beatnik, qu'il mette une parka kaki
maquis et une chemise à fleurs. J'aimais la qualité de ses chansons. J'aimais son groupe, Les Problèmes. Je sortais à peine de pension. J'avais 17 ans. Et il me semblait incarner exactement mon projet de vie. Je voulais prendre la route, je voulais quitter Limoges. Vous vouliez être je voulais aller à la conquête du monde. Je voulais être un héros. Enfin, j'avais des tas de projets comme ça. Je sais qu'il nous écoute, Antoine, parce que là, il est plus sur son bateau. Oui. Là, il est tranquillement dans sa ferme en Auvergne, pas très loin de Clermont-Ferrand, et il écoute Europe 1. Moi, j'aimais deux artistes à l'époque. Il y en avait un qui s'appelait Ronnie Bird, qui s'habillait un peu comme Brian Jones, qui était assez comme ça, transgressif, qui jouait de l'harmonica. Et tous les deux jouaient de l'harmonica. D'ailleurs, moi aussi, je joue de l'harmonica. C'est vrai ? Oui, vous en avez un sur vous, là ? Ouais, j'en ai un sur moi, mais j'ai dû le laisser dans ma veste. Alors, on va essayer de vous le retrouver. On va aller voir votre veste qui est posée dans le salon Antoine, à côté vraiment, du studio. C'est bien que je puisse lui dire merci aujourd'hui. Parce que cet album, ensuite, même les chansons comme Un éléphant me regarde, ou ont vraiment provoqué en moi quelque chose. C'est une poésie rock'n'roll. Vous voyez, quelque chose. Voilà, on vous a apporté votre veste. Vous allez chercher votre harmonica et vous allez nous jouer un morceau pour les auditeurs d'Europe 1. Vous jouez du tout. Vous allez quand même souffler un peu dans l'harmonica. Jean-Charles de Castelbajac sur c'est un harmonica que j'ai acheté sur le site de Mick Jagger. Il y a marqué Mick Jagger dessus. Le son est magnifique. Super, merci pour ce cadeau, Jean-Charles de Castelbajac.